Donc ils ont signé RK, ils l'ont fait venir, on a fait le premier album. L'album a très bien marché, il a fait platine. Au pire, je vais rien dire. Quand j'ai besoin de vider ma peine, j'appelle le manager. Appelle Blasta, calme-moi des heures. J'ai le souvenir d'un artiste très connu, je vais pas pouvoir le citer, mais qui était venu au studio avec sa manageuse. Et puis on se retrouve dans la régie, donc il y avait des top laners, ils étaient en train d'écrire à côté. Donc bon, moi on est là à se regarder un peu dans le blanc des yeux. Je fais un peu la conversation et je parle à sa manageuse. Elle me dit qu'elle fait de la musique, je lui demande un peu quel style, etc. Mais voilà, rien de très conventionnel. Et puis j'amène l'artiste en question dans la cabine et il me dit toi avec ma femme doucement. Il me dit ça très sérieusement. Donc là déjà il me met un froid, c'est la première fois que je travaille avec lui. C'est une très grande star de la musique. Je commence à être pas bien, quoi. Je t'avais dit je m'appelais DJ Snake et puis je finis par rencontrer sur les réseaux DJ Snake, le vrai DJ Snake, qui me dit bah frérot moi t'as vu j'ai déposé le nom machin donc le mieux c'est que tu changes. Bon, il avait pas tort, et j'ai bien fait de suivre le conseil, parce qu'il n'était pas encore très connu à l'époque. Ok. J'ai bien fait de suivre le conseil, je me suis fait appeler Blasta. Aujourd'hui, pour le 4e épisode de Dans les coulisses, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ingénieur du son, producteur, mixeur depuis 2004, Blasta. Blasta, comment vas-tu? Bah ça va, très bien, et toi? Ça va. Écoute, je me suis un peu renseigné. Blasta, c'est 91 certifications, plus d'1,5 milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming, plus de 2 milliards sur YouTube. C'est exceptionnel. Des artistes de renom qui ont travaillé avec toi, que ce soit français ou internationaux. Moi, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu et surtout que tu abordes le commencement. Comment tu as commencé dans l'industrie musicale et pourquoi tu as souhaité travailler dans ce milieu? Ok, ça marche. Bah écoute, moi c'est un parcours plutôt atypique par rapport aux gens de ma génération. Si je remonte à loin, je devais avoir 9 10 ans. Moi, j'avais un père qui était musicien amateur, qui composait un peu sur ordinateur, et j'étais un peu passionné de tout ce qui était informatique à l'époque. Et du coup, j'ai voulu me mettre un peu au son en le regardant faire. Donc, j'ai commencé par de la compo. Je te dis, à 9 10 ans, quelque chose comme ça. Je me suis tourné après vers le DJing. Ok. Comme je disais à ton collègue, je m'étais nommé DJ Snake. Donc je faisais DJ, je faisais des compils, des trucs comme ça. Mon père avait un petit micro, quelque chose qui ressemble à ça. Et je voulais du coup sur mes propres mix faire venir un copain qui rappe pour l'enregistrer, qui me fasse un petit dubplate, ce qu'on appelle un dubplate, un titre un peu personnalisé on va dire. Et puis ça a commencé comme ça, et puis le copain, en fait lui il a envie de revenir pour faire un son pour lui. Donc on fait un peu un deal comme ça, et puis après il veut faire un feat avec un pote, son pote il veut revenir faire un feat avec un autre pote. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par me faire payer pour des sessions. Donc je réinvestais tout en matériel. Je rachetais des cartons, des micros, des machins. Puis petit à petit, de fil en aiguille, ça commence à se faire savoir qu'il y a un studio ici. À l'époque, on parle de quelle année ouais, quelque chose comme 2005-2006, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de studio, tu vois. Ok. Personne n'a les moyens d'aller en studio parce que les studios sont des grosses structures qui coûtent très cher. Et des petits studios, home studio comme le mien, il n'y en a pas 50. Donc ça commence à se savoir, les gens viennent beaucoup. Donc je suis dans le 77, hein, à la base, moi j'ai grandi à côté de Chelles. Le studio est là-bas, donc finalement un peu excentré par rapport à Paris. Et j'arrive à choper quand même beaucoup de monde du 77, du 93 qui viennent dans mes locaux. Et voilà, ça se développe comme ça petit à petit. Donc ouais, je t'avais dit, je m'appelais DJ Snake et puis je finis par rencontrer sur les réseaux DJ Snake, le vrai DJ Snake, qui me dit bah frérot, moi t'as vu j'ai déposé le nom machin, donc le mieux c'est que tu changes. Bon, il avait pas tort et j'ai bien fait de suivre le conseil parce qu'il n'était pas encore très connu à l'époque. Ok. J'ai bien fait de suivre le conseil, je me suis fait appeler Blasta et voilà, le nom est resté en fait, donc c'est mon surnom Blasta. Et du coup, j'ai continué dans mon home studio à développer. J'ai pété un mur, j'ai agrandi, machin. Ça avait, à la fin, ça avait plus une allure de home studio, ça avait vraiment studio. C'est juste, c'était dans une maison, mais ça fait vraiment studio. Et du coup, j'ai pu bosser avec plein d'artistes. J'ai notamment commencé avec Slimane. J'ai fait énormément de titres avec Slimane pour ses débuts. Donc, on parle aussi d'une époque où les rappeurs ne chantaient pas. Il n'y avait pas l'autotune, il n'y avait pas tout ça. Donc, ce qui se faisait à l'époque, c'était de ramener un chanteur ou une chanteuse qui faisait le refrain. Donc, moi, mon chanteur qui faisait les refrains, c'était Slimane. Donc, je l'appelais pour des rappeurs. Il prenait 20 balles. Il faisait un refrain, t'imagines aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, vraiment petit à petit.
Et après, bon, bah, il y a eu d'autres artistes avec qui j'ai fait des débuts. Bon, bah, il y a eu Zifou, il y a eu Fababy, il y a eu Vakra. Je fais beaucoup de titres avec Vakra. Après, il y a eu Jaja Dinas. Ça a commencé à prendre une tournure un peu plus balèze après Jaja Dinas. On a dû faire peut-être les 2 premiers albums dans ce studio-là. Et puis après, bah, quand j'ai eu assez, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir ouvrir une vraie structure. Et du coup, j'ai ouvert le Blasta Studio actuel voilà, que vous connaissez, donc dans lequel il y a deux régies, 2 cabines. Donc voilà, maintenant on est une équipe, on est 6 ingénieurs du son et je suis plus tout seul à travailler. Donc voilà, on a grossi le truc avec le temps, quoi. Ok, c'est énorme. Et du coup, en termes de parcours, pour revenir un peu, en termes d'apprentissage, est-ce que tu as appris tout seul à mixer, masteriser, ou est-ce que tu as suivi un parcours universitaire, par exemple? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait avec le temps, en fait? Ouais, bah c'est ça qui est un peu atypique, c'est que vraiment je me suis fait tout seul. Même quand j'ai commencé, les tutos, ça n'existait pas, il n'y avait pas de tutos. Donc j'ai tout vraiment appris tout seul à parcourir les options des logiciels, etc. Les plugins qui étaient assez limités à l'époque. C'est des trucs que j'ai vraiment appris tout seul pendant peut-être une petite dizaine d'années. Et après, j'ai voulu faire une école après le lycée. Je me suis dit, bon, c'est quand même bien que je fasse une école pour voilà, approfondir un peu ce que je sais déjà faire, quoi. Donc j'ai fini par faire une école, la SAE, pour ceux qui connaissent, c'est une école assez connue pour les ingénieurs du son. Pareil, à l'époque, il n'y en avait pas 50, tout le monde faisait la SAE, quoi. Ok. Donc j'ai fait la SAE qui m'a fait gagner du temps, donc c'était quand même quelque chose de positif. Voilà. On t'apprend pas vraiment à mixer dans une école de son. On t'apprend les boutons à quoi ils servent. Maintenant, c'est toi et Ok. toi, tu te débrouilles, tu vois. Ok. Donc, euh, donc voilà, je me suis fait la main. On va dire que ça m'a appris le côté théorique, l'école. Mais sinon, c'est la pratique qui a fait tout, quoi. Donc j'ai un peu les 2 écoles. Moi, j'ai un peu l'école de la pratique et l'école de la théorie. Ok. Et ensuite, du coup, tu as fait des formations, tu m'en avais parlé, notamment en 2019. Peut-être que tu en as fait avant. Est-ce que tu peux revenir dessus avec justement d'autres ingénieurs du son comme CLA, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait la première que j'ai fait, c'était avec CLA. Donc ouais, moi je suis quelqu'un qui a jamais eu de mentor en fait. J'ai appris tout moi-même. On m'a jamais rien montré. Globalement, j'ai vraiment appris ma technique de travail tout seul. Et ouais, il y a un organisme qui fait des formations avec des grands ingénieurs du son. Donc c'est là pour ceux qui connaissent pas. Bon, il fait un tas de plugins. Il est assez connu pour avoir fait des plugins. Mais c'est un grand ingénieur du son américain qui a travaillé avec des gros groupes comme Black Eyed Peas, comme Muse, etc. Et du coup, j'ai fait une semaine de formation avec lui, un peu à huis clos. On est enfermé pendant une semaine à bosser. Et de l'avoir vu travailler, ouais, enfin, j'ai vraiment eu un avant et après par rapport à cette expérience-là. Dans le sens où j'ai vu toute une autre manière de travailler que la mienne, où moi, je vise sans prétention, je vise la perfection, je veux que tout soit carré, tout soit à sa place. Et lui, non, il va être plus dans un côté très humain où bah, peut-être il va mettre sa reverb trop fort, mais c'est comme ça qu'il l'a senti sur le moment et c'est très bien comme ça. Et il va pas revenir en arrière. Tu vois, c'est vraiment une autre Ok. approche, beaucoup plus musicale, moins tout carré que moi j'avais. Donc ça, ouais, ça a beaucoup changé ma manière de travail. Après, je pense que comme toute chose qu'on apprend, on a tendance à en abuser après. Donc il m'a fallu un certain temps pour mixer un peu sa manière et ma manière de travailler, Ok. voilà, pour trouver le bon équilibre, je pense. Ok. Donc ouais, formation avec CLA, très très bonne expérience. Après, j'en ai fait une autre avec Leslie Brasswett, qui est l'ingé de Cardi B, de Beyoncé, de Rihanna, de voilà, Pharrell. Il a fait Happy de Pharrell. Donc c'est un mec qui est un peu plus axé sur le hip-hop. Donc c'était cool. Une autre approche encore, très différente de CLA. Beaucoup plus dans la philosophie de je touche pas à grand chose, je fais juste le minimum, je monte juste le kick d'un dB, juste la basse, un petit chouïa et je veux que le mix ressemble très proche à la maquette. Ce qui n'était pas forcément moi ma philosophie en fait, mais voilà, de son expérience, lui, les artistes ils veulent un truc proche de la maquette, donc c'est ce qu'il fait. Voilà. Ok. Et voilà, totalement à l'opposé de CLA qui lui va changer même les kits de drum. S'il faut changer les kits de drum, il le fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, des formations très différentes, des points de vue très différents. Et l'année dernière, j'en ai fait une avec Chris Geringer, qui est un ingé son mastering de Sterling Sound, qui est peut-être le plus gros studio de mastering au monde du côté de New York.
Et pareil, ça m'a bien aidé. C'était 2 jours de formation, donc on voit un peu sa manière de travailler, sa philosophie de travail. Et ouais, c'est vrai que tout ça accumulé, ben, ça fait beaucoup de connaissances. Maintenant, il faut faire le tri. Il y a du bon, il y a du pas bon à garder. Enfin voilà, faut voir un peu soi-même et puis avoir quand même sa propre patte. J'ai toujours Hmm. essayé d'avoir un peu mon style à moi dans les mix et de le faire ressentir un peu dans les morceaux, tu vois, sans que tous Hmm. les morceaux que je fasse sonnent pareil. Mais il y a une petite touche, tu vois, qu'il faut garder quand même. Je pense que c'est important pour un ingénieur du son, avec l'évolution de tous les plugins, tous les effets, au fur et à mesure, de continuer à se former à côté de la pratique, justement, comme tu fais. Tu penses que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas? Ouais, oui, je pense. Faut se tenir à jour. Faut se tenir à jour. Faut être moderne dans les mix. La musique, elle évolue. Faut suivre le mood. Donc, ouais, faut regarder ce qui se passe, ouais, sans forcément être au taquet. Moi, comme je te disais, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les forums et tout ça, mais non, ouais, faut regarder ce qui se passe. Faut pas être. En fait, la musique va tellement vite que tu peux vite être à la ramasse si tu restes sur tes acquis. Au bout de Hmm. 5 ans, t'es terminé, en fait. Enfin, tu Ouais. vois, on mixe pas pareil aujourd'hui qu'on mixait ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc, ouais, je pense que c'est bien de se tenir à jour, ouais. Ok. Mm. Et tu disais au début, du coup, vous étiez 6 actuellement au Blasta Studio. Comment tu sélectionnes les ingénieurs son, pardon, qui viennent travailler justement au studio? Est-ce que tu regardes leur parcours universitaire, leurs compétences, leur crédit? Comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est une grande question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au studio, on travaille sur Cubase, donc qui est le logiciel avec lequel j'ai commencé et je suis resté dessus. J'y vois beaucoup d'avantages par rapport à Pro Tools. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Pro Tools, c'est 95% des studios qui sont sur Pro Tools, des studios pro, j'entends. Donc, le premier problème que j'ai, c'est que les écoles forment sur Pro Tools et les gens que je recrute, généralement, ne connaissent pas du tout Cubase. Donc, tous les ingénieurs du son qui passent à mon studio, généralement, je les forme. Ça dépend s'ils connaissent Cubase ou pas, le temps va varier en fonction de ça, mais ça peut prendre de 2 semaines à 2 mois de formation derrière. Donc j'ai formé toute mon équipe et c'est très important pour qu'on ait tous un peu cette même couleur, cette même manière de travailler. Ce qui peut arriver qu'une session passe d'un ingé à un autre et il faut qu'on s'y retrouve en fait. Ok. Donc voilà, je prends le temps de former les gars de mon équipe et c'est pour ça que je vais privilégier le côté humain à la formation scolaire ou même l'expérience. Pour moi, l'humain, ça va être le plus important. Et si je dis ça, ça peut paraître évident, mais trouver Mm. quelqu'un qui arrive toujours à l'heure, qui ne met pas de plan le jour même, etc., c'est pas si simple que ça. Donc je dirais que je privilégie d'abord l'humain et après la technique. Après, selon l'urgence du recrutement, si j'ai besoin de quelqu'un rapidement, bah, je vais prendre plutôt quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de studios. Mais ça peut m'arriver de recruter des ingés qui n'ont jamais fait de studio et je les pousse. Tu vois, il y a aussi cet avantage-là quand tu prends quelqu'un qui sort un peu de l'école, c'est qu'il n'a pas encore pris de mauvaises habitudes, tu vois. Mm. Et des ingés qui sont expérimentés depuis 10, 15 ans, à qui tu veux inculquer une autre manière de travailler, des fois ça va être plus compliqué. Donc j'ai pas de profil type, mais l'humain est hyper important. Il faut que les gens soient carrés parce qu'on a besoin de ça, quoi. Tu vois, on a un certain niveau de service à respecter et si les ingés qui représentent le studio ne suivent pas, non, ça le fait pas. Ok. Et du coup, justement, par rapport au studio, tu accueilles beaucoup d'artistes. Quel serait le premier conseil que tu donnerais à un artiste qui arrive pour une session studio, justement, dans un studio pro et plus dans un home studio? Le premier truc qui me viendra en tête, c'est de pas venir avec toute une équipe de copains qui vont intimider finalement l'artiste ou qui vont même donner des directions complètement opposées à ce qu'on essaie de faire. Et ça peut arriver qu'au final, nous, on se retrouve à plus pouvoir driver la session parce que tout le monde veut mettre son petit grain de sel dans la session et ça devient un peu compliqué. Je pense qu'un artiste qui débute, quand tu viens au studio, écoute ton ingénieur du son qui fait ça depuis longtemps, qui sait quoi faire, qui va pouvoir te driver. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de driver quand tu as 5 lascars derrière qui donnent chacun leurs idées, qui vont dire non, toi, chante plus fort, non, non, tu devrais le faire plus doux, machin. Tu vois, c'est Ok. un peu plus compliqué. Donc je pense que ça, c'est bien. Puis devenir un minimum préparé, quoi, tu vois. L'instru, le texte, savoir un petit peu ce que tu veux, je pense que c'est une bonne base. Ok. Mm. Et par rapport au studio, justement, je vais faire un bond en arrière.
Euh, Au moment de l'ouverture du Blasta Studio, dans le 93 du coup, Ouais. comment ça s'est passé? Est-ce que tu as connu quelques galères au moment du lancement du studio? Tu avais déjà mixé pour du coup des gros noms qui n'étaient pas encore connus, Jaja et Dinaz. Comment ça s'est passé, voilà, l'ouverture et le développement du studio? Bah écoute, j'ai eu plutôt une bonne surprise entre guillemets où ouais, quand j'ai ouvert le studio, j'ai pas fait de publicité particulière. Le seul truc que j'ai fait, c'est des journées portes ouvertes entre guillemets où j'ai appelé les artistes avec qui je travaillais déjà. Je sais pas, il devait y avoir peut-être 1000 contacts maximum. J'ai appelé tout le répertoire. Je leur ai dit viens, fais une visite, machin. Et puis j'ai juste fait ça pendant 3 jours, des visites, des gens qui venaient voir et tout. Et puis en fait, dès l'ouverture, j'avais déjà recruté un ingénieur du son qui faisait la nuit. Donc moi, je faisais la journée, lui la nuit. Puis dès l'ouverture, on faisait jour et nuit direct. En fait, le truc s'est vraiment fait tout seul, sans que j'ai quoi que ce soit entre guillemets à faire, à part faire des beaux locaux. Ça a été ma mission, mais sinon, non, j'ai eu de la chance. Ouais, ça a tourné rapidement. Et puis après, on a eu la chance de faire des artistes qui ont marché. Ça a aidé. Tu vois, de Mm. faire RK. RK il a fait plein de vidéos dans le studio. Ça fait de la pub. Enfin, j'ai jamais eu vraiment besoin de faire du forcing pour que les gens viennent au studio, en fait. C'était Mm. vraiment ça. Bon, je pense que la qualité y est pour quelque chose. Le travail, ce qu'on fournit derrière. Forcément, bah, de bouche en oreille, de bouche en oreille, les gens discutent entre eux et puis ils finissent par venir au studio, quoi, tu vois. Ok. Mm. Ouais, j'avais vu dans RK Story, c'était au moment de Rêve de gosse, je crois qu'il faisait cette. Ouais, ouais, Il ouais. avait fait une session studio au Blasta justement, il t'avait fait une petite pub, Mm, mm. c'était plutôt cool. Ouais, elle en a fait plein. Elle a fait des vidéos sur Insta qu'on fait des énormes scores, des 1 million de vues. Enfin, à l'époque, c'était énorme de faire 1 million de vues sur Ouais. Insta. C'est des trucs, ouais, ça a fait beaucoup parler le studio, ouais, c'est clair. C'était le remix de Moonlight qui avait qui avait tout cassé sur les réseaux. Peut-être bien, Je ouais, crois qu'il l'avait je m'en tourné rappelle plus, chez ouais. toi et Ouais, ouais. ça Mm. avait tout cassé. Ouais. Justement, quelle est ta relation actuellement avec RK? Comment tu l'as connu? À quel moment de sa carrière il est venu enregistrer chez toi? Mm, mm. Comment ça se passe? Bah, RK, il est venu par le biais de son ancien producteur, avec qui je travaillais déjà depuis quelques années, donc il me faisait confiance. Donc ils ont signé RK, ils l'ont fait venir, on a fait le premier album. L'album a très bien marché, il a fait platine. Donc on a enchaîné après le deuxième album, etc. Après, ils sont séparés avec cette équipe, avec ce label-là. Et bah, on s'est pas revus depuis, enfin on s'est croisés, mais voilà, depuis qu'il s'est séparé de ce label, il est pas revenu vers moi. Et voilà, je pense le revoir bientôt, j'espère. Ok. Et du coup, tu disais que tu faisais des sessions la journée. Ça t'arrive sûrement d'en faire aussi en soirée. Est-ce que tu as eu des galères? Est-ce que tu peux nous raconter une galère que tu as eue en session studio qui t'a vraiment marqué lors d'une session, par exemple? Euh, Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme galère au studio? Bon, j'ai un souvenir, mais qui remonte d'une machine qui se met à cramer pendant la séance. Je vois de la fumée qui sort. Et puis du coup, après, bah, ça fait sauter les plombs et forcément, c'est compliqué de travailler. Mais je n'ai pas de souvenir de grosses galères, en tout cas techniques. Ça a pu arriver, mais ouais, ça peut arriver que tu as un bruit dans le micro que tu cherches pendant un moment Hmm. pour essayer de trouver d'où ça vient, mais non, d'extraordinaire. Après, c'est peut-être plus des galères humaines avec les Ok. artistes, où des fois ça n'a pas pu coller, ou j'ai le souvenir d'un artiste très connu, je ne vais pas pouvoir le citer, mais qui était venu au studio avec sa manageuse. Et puis on se retrouve dans la régie, donc il y avait des top laners, ils étaient en train d'écrire à côté. Donc bon, moi, on est là à se regarder un peu dans le blanc des yeux. Je fais un peu la conversation et je parle à sa manageuse. Elle me dit qu'elle fait de la musique, je lui demande un peu quel style, etc. Mais voilà, rien de très conventionnel. Et puis j'amène l'artiste en question dans la cabine et il me dit toi avec ma femme doucement. Il me dit ça très sérieusement. Donc là déjà il me met un froid, c'est la première fois que je travaille avec lui. C'est une très grande star de la musique. Je commence à être pas bien, quoi. Et effectivement, pendant la session, bon, c'est un gars qui est réputé pour être très dur. Ok. Mais effectivement, pendant la session, ouais, il est infect, quoi. Il est infect. Genre, il y a un téléphone qui sort, il va pourrir le mec à son téléphone qui sort. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici pour téléphoner? Allez, fous le Ah camp. ouais. Ouais, c'était C'est irrespectueux, quoi, limite. très irrespectueux.
Ouais. Et un autre ingénieur du son m'a relayé sur cette session parce qu'elle elle s'éternisait. Il m'a appelé après, il me dit Blasta, reviens, j'en peux plus. Et il me pousse à bout, quoi. Enfin, voilà, il peut y avoir ça, des artistes qui sont vraiment infects. Heureusement, ça ne nous arrive pas souvent. On me demande souvent, on me pose souvent la question de qui est sympa, qui est pas sympa. Honnêtement, je trouve qu'en studio, les artistes sont généralement tous assez sympas, assez respectueux, parce qu'ils sont pas là pour faire les stars avec nous. Enfin, tu sais, on en a vu, on a vu d'autres. Je pense que c'est pas le bon endroit où les artistes vont être. On a tous à y gagner à ce que la session se passe bien et que tout le Ouais. monde soit poli, correct avec tout le monde, quoi. Ok. Moi, j'ai une anecdote par rapport à une galère qui a pu t'arriver. Tu me diras si jamais tu veux que je coupe ce passage. Mhm. Mais un de tes ingé sons, donc moi j'étais en studio chez toi avec un de mes artistes que j'accompagne. Ouais. Et un de tes ingé sons m'avait raconté une histoire par rapport au disque d'or de Timal qui Ouais. avait été carotte. Ah, Et tu l'avais rattrapé. j'ai eu beaucoup de vols de disques d'or. C'est le truc qu'on me vole le plus au studio, c'est les disques d'or. Donc on m'a volé un disque de Timal, on m'a volé des Jadinas. C'est un truc de fou, ça, quand même. Ouais, on me vole le disque d'or, ouais. Ouais. C'est zinzin. Ah en ouais, vrai. non, faut mettre des cadenas dessus pour qu'on se les fasse pas voler, quoi. Mais ouais, non, malheureusement, ça arrivait plusieurs fois. Bon, depuis que j'ai les caméras, ça va. Donc ça arrive qu'on me les vole, mais pour le coup, je les retrouve. Ouais. Avec les caméras, j'arrive à retrouver qui a volé, donc je règle le problème. Mais ouais, c'est très plébiscité, visiblement, les disques d'or. Ouais. C'est dommage en vrai. Pourtant, il y a mon nom dessus. Oui, ça, voilà. ça vaut pas grand-chose. Non, bon, mais ouais. ce qui est dommage, c'est que Mm. ça devrait inspirer plutôt les artistes à se dire, ouais, ben, je vais travailler C'est pour. c'est pas les artistes qui volent, c'est les accompagnants. Ok. C'est les gars qui viennent avec des copains qui connaissent à peine. Ouais. Et puis les gars, ils décrochent le tableau, ils partent avec, quoi. Ok. Et du coup, quel a été entre guillemets ton meilleur souvenir là depuis que tu as le studio, le Blasta Studio, ou même avant peut-être? Bah, bon, je parle souvent de la séance que j'ai fait avec The Game. C'est quand même quelque chose. C'était le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, je travaille pas. Et puis, je travaillais pour Teufa à l'époque, qui a son studio à Paris. Et puis, il m'a appelé. Il me dit, il y a The Game qui vient, viens, machin. Bon, bah, ok, je suis dispo, je viens, hein, direct. Hein. Donc, ouais, ça, c'est un bon souvenir. Je dirais pas que c'est mon meilleur souvenir. Je pense à la session que j'ai fait avec Elephant Man, qui est, pour ceux qui connaissent pas, peut-être les plus jeunes, c'est un Jamaïcain très connu, une des plus grosses stars du dancehall, qui a chanté avec Rihanna, avec Busta Rhymes, avec Lil Jon, etc. Et lui, j'ai réussi à le faire venir dans mon ancien studio, ma maison dans laquelle j'ai grandi, dans le 77. Enfin, le truc complètement improbable où il a chanté avec mon artiste Outshine, la chanteuse que je produis. Et ça, pour le coup, ouais, c'est un mec que j'ai écouté toute mon adolescence et ça a été un grand kiff de l'enregistrer, ouais, clairement. Après, bon, il y a plein de sessions des artistes que j'ai écoutés jeunes, comme Sniper, comme Youssoupha. Voilà, quand tu rebosses après avec eux, bah ouais, c'est un kiff. Tu vois, Soprano aussi. Tu vois, c'est sûr que bah, tu prends plaisir à bosser avec ces artistes-là quand même. Ok. Et toi qui as plus de 90 certifications justement, est-ce que en tant qu'ingé son, au début peut-être de ta carrière, c'était une finalité d'obtenir une récompense comme ça ou pas forcément? C'est sans Non, plus. pas forcément. Ça n'a jamais été forcément l'objectif. Après, quand j'ai commencé la musique, les disques d'or, ça s'obtenait pas aussi facilement, je mets des gros guillemets, qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les disques d'or dans le rap, ils pleuvent un peu avec les streams et tout. À l'époque, c'était quand même pas le cas. Et non, ça n'a jamais été un objectif de faire le plus possible de certifs. Hein. Ça tombe si ça tombe, tant mieux. Donc, c'est pas la certif en elle-même, finalement. On est content du résultat, c'est que le titre a tourné, machin, ça, ouais. Ouais. Après, l'assertive, avoir un disque d'or, bon, c'est cool, mais c'est pas l'objectif en soi, quoi. Tu t'en rappelles de ton premier single ou disque d'or? Ouais, c'était Youssoupha, ouais. C'était Ok. l'album. Comment il s'appelait l'album? J'ai fait le morceau qui s'appelle La vie est belle sur l'album Nord Désir, voilà. Sur l'album Nord Désir, qui est un des meilleurs albums de rap qui existe aujourd'hui, donc je suis très très fier d'avoir bossé là-dessus. Ok. Et c'était du coup dans l'autre studio ou dans le studio actuel? C'était chez Teufa, ça. Ok. Ouais, c'était chez Teufa, je bossais chez Teufa vers les années 2010-2013, entre 2010 et 2013 à peu près, ouais. Donc je crois que Noir Désir, il a dû sortir en 2011 ou maximum 2012. Ok. Ça remonte, mine de rien. Ouais. Hein. Bah, plus de 10 ans maintenant. Ouais, ouais. Ok. Et comment est-ce qu'on peut parler peut-être de ta relation? On a parlé de ta relation avec RK.
avec Jaja et Dinaz, parce que je sais que tu les as accompagnés très tôt. Comment ça s'est passé, la première séance? Est-ce que tu bosses toujours avec Ouais, bah, dès le début, au final, hein, quand ils sont venus, ils s'appelaient même pas encore Jaja et Dinaz. C'était Jaja et Yazdine, tu vois, ils n'avaient même pas encore trouvé le nom définitif. Ils sont venus à 4, les 2 artistes, les 2 managers. Aujourd'hui, ils sont toujours 4, les 2 artistes, les 2 managers. Donc c'est une belle histoire pour eux, en tout cas. Euh, je trouve pas qu'ils aient tant changé que ça depuis le temps. Ils sont restés toujours fidèles un peu à ce qu'ils sont. Et non, je trouve ça vraiment cool. Donc on a fait, ouais, effectivement, on a fait les 2 premiers albums entièrement dans mon ancien studio. Quand je dis entièrement, donc je faisais enregistrement, mix, mastering. Après, quand on a déménagé, ils ont eu peur. Je me souviens que Jaja m'a dit que il avait peur du nouveau studio, de ne pas retrouver le confort qu'il avait quand j'étais dans le 77. Et première séance, ouais, il n'était pas très bien. Et après, bon, bah, ça a marché. Ça a Ok. marché, donc on a continué. On a dû faire le 3e album en 2 parties au studio. Moi, au bout d'un moment, je pouvais plus tout faire. L'enregistrement, les mix et master, c'était un peu compliqué. Donc j'ai envoyé les gars vers mon autre ingénieur du son qui faisait les enregistrements. Il faisait les règles, moi le mix, le master, etc. Puis voilà, on a évolué comme ça. Maintenant, ils ont ouvert leur propre studio, donc ils sont un peu autonomes là-dessus. Donc on parle toujours avec eux, ils produisent des artistes. Alors que je peux citer, il y a Booth et Mortala, euh, qui sont de très bons artistes d'ailleurs. Donc ils m'envoient toujours des trucs, des mix, des masters, etc. Donc ça continue de bosser. Et ouais, ils ont passé beaucoup de temps sur la tournée dernièrement, donc on a pas mal bossé aussi là-dessus. Ok. Mais ouais, non, il y a eu du temps qui s'est passé. On a commencé en 2014 avec eux, donc là, ouais, ça fait 10 ans. ça fait 10 ans, ouais, c'est la 10e année. Et pas mal de hits, hein, tu sais, tu me disais que j'avais plus de 90 disques d'or. Effectivement, il y en a une très grande partie, c'est eux. Hmm. Tu vois, ils ont un succès vraiment énorme, quoi. Bah, c'est le dernier disque que tu as reçu de plus d'1 million d'albums vendus aussi, que tu avais installé au Ouais, Blaster. c'est Enfin, pas le ça. Ouais, on dernier, a, on mais a dépassé le million, même largement, mais c'était pour la symbolique où j'ai ouais. voulu me faire ce petit plaisir d'avoir le disque 1 million d'albums vendus quand même. C'est un petit cap à franchir qui est sympa, quoi. D'ailleurs, Mm. il y a eu une petite gourde sur le disque par rapport à Oui, la société de pressage. c'est ça, ouais, j'ai reçu le truc avec 1 milliard. Pourtant, j'ai validé le truc, hein, j'ai pas compté les zéros, mais effectivement, ouais, on a eu une petite gourde, ouais, il est Ouais. repassé après l'usine. Ouais, tant mieux. Ok. Mm. Et ok, bah on va revenir un peu plus sur le studio et tes ingés du coup. Quelles sont, selon toi, les qualités à avoir pour être ingénieur du son et par conséquent un peu les défauts qu'il faut éviter pour justement travailler dans ce milieu avec des artistes? Ouais, alors je pense aussi que ça dépend de l'objectif. Est-ce qu'on veut être ingénieur du son pour voilà, travailler comme ça, un peu avec les gens qu'on a envie? Est-ce qu'on veut travailler dans un studio un peu de manière ponctuelle, ou est-ce qu'on veut vraiment faire une carrière d'ingénieur du son, progresser, faire plein de certifs, etc. Je pense que c'est un peu des biais différents. Je dirais qu'une des qualités principales serait la patience. Il faut être patient dans dans ce boulot. Parce que les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas facile, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de studios. Donc je pense qu'il y a une place à se faire, hein, pour n'importe quel ingénieur du son quand on veut. En fait, faut de la détermination, il faut être motivé. Je pense que faut savoir être à l'écoute des artistes, pas être trop fermé sur ses propres idées. Tu vois, je peux parler des erreurs. Je pense qu'il faut, en fait, faut être impliqué dans un morceau quand tu bosses avec un artiste, mais pas être trop impliqué dans un morceau. Trop Mm. impliqué, pardon. Si tu es trop impliqué, tu vas proposer peut-être un peu trop d'idées. L'artiste peut se sentir un peu, tu sais, genre, ouais, c'est plus mon morceau en fait. Mm. Tu vois, faut pas s'approprier le morceau de l'artiste en fait. Toi, tu es là pour l'aider à le construire, mais c'est pas à toi de tout faire. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais non, c'est ça. Et puis, il faut bosser, hein. Enfin, après, les ingé sons, la très grande majorité sont freelance. Si tu veux y arriver, il faut bosser. Il n'y a pas le choix, hein. Ouais. Moi, j'ai commencé, je faisais du 7 sur 7, hein. 7 sur 7, de 10 heures du matin à 20 heures, quasiment tous les jours, quoi. Tu vois, sans arrêter. Tant qu'il y a du monde, qu'il y a des clients, moi, je refuse pas les clients parce que bah, il va peut-être aller ailleurs, il va peut-être passer à autre chose.
Et non, ouais, moi j'ai pu me développer comme ça parce que buté au travail. Ok, Mm. ok. Et du coup, maintenant, tu peux un peu travailler sur d'autres choses. Tu as parlé tout à l'heure de ton rôle de manager. Ça, c'est un nouveau challenge, entre guillemets, j'ai envie de dire, que tu t'es lancé. À partir de quand tu t'es dit, je vais produire une chanteuse, du coup? Bah, moi, j'ai commencé comme ça, hein, comme je te disais. Moi, j'ai commencé par faire des compiles, donc des mixtapes, puis des compiles. Donc, j'appelais plein d'artistes différents que je faisais poser sur des instrus, soit de moi à l'époque, soit d'autres artistes. Et j'en ai fait pas mal comme ça. J'ai dû en faire une dizaine avec des gros noms dessus et tout. J'ai fait des trucs cool. Et après, oui, quand j'ai ouvert le nouveau studio, j'ai calmé pendant un petit moment parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est du travail. Et après, en artiste, bah, j'avais produit Zifou à une époque, après La Fouine. Donc, c'est La Fouine qui produisait Zifou. Et quand ils ont arrêté, on a rebossé ensemble. On était coproducteurs tous les deux. Donc, on a fait ça quelques années. Et j'ai produit Outshine depuis peut-être 6 ou 7 années. Ça s'est fait petit à petit. Elle venait enregistrer au studio. Et du coup, voilà, on s'est mis à produire des projets ensemble. Et puis voilà, écoute, on développe ça, on est tout le temps dans le rush, clip, sortie, concert, etc. Donc on fait plein de choses à ce niveau-là, ouais. Ok. Et justement, par rapport aux artistes que tu reçois en studio, tu reçois plus de rappeurs ou tu reçois de tout, des chanteurs, des chanteuses Alors, on soit tout, mais c'est quand même axé musique urbaine. Ok. Tu vois, ça va être pas que rap, musique urbaine c'est plus large que ça. Ça peut être, on va faire de l'afro, on va faire du dancehall, on fait un petit peu de reggae. Bon, c'est moins urbain, mais voilà, on tourne un petit peu autour de cet axe-là quand même. Ça reste très, très urbain. On fait pas de groupe de rock, ça n'arrive jamais, quoi. Hmm. C'est vraiment ponctuellement, on va faire, je sais pas, des chants lyriques, si, on fait des comédies musicales des fois. Ok. Voilà, il y a des petits trucs un peu ponctuels, mais ouais, l'ensemble du taf, c'est le rap au sens large, Ok. musique urbaine. Mm. Très cool. Et du coup, bon, je pense que tu l'as vu, comme tout le monde, l'émergence de l'intelligence artificielle. On a vu que ça avait un peu émergé dans l'industrie musicale avec, enfin, notamment au niveau de la production, de la création, avec des IA qui pouvaient créer elles-mêmes à partir d'indications des instrumentaux, des mixés, des voix aussi, des voix d'artistes connus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour un ingénieur du son, il y a du bon à prendre, justement? Et qu'est-ce que tu penses plus globalement, pardon, de l'IA dans le rap, enfin dans l'industrie musicale? Dans la musique en elle-même, je sais pas, j'ai expérimenté un peu, j'ai essayé justement de faire chanter la voix de mon artiste, lui faire chanter du Rihanna, des trucs, c'est assez bluffant en fait. C'est assez bluffant. J'ai essayé plein de combinaisons parce que du coup, moi j'ai des pistes par piste de plein de sons, j'ai la voix de Jul, j'ai la voix de. Tu vois, j'ai beaucoup de pistes par piste, donc j'ai essayé de faire des petits feats de Jadinas Jul pour rigoler. Mais il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Par exemple, sur Jul, en fait, on perd l'accent marseillais. Ok. Si je le mets sur la musique de quelqu'un d'autre, du coup, ça marche pas, par exemple, tu vois. C'est intéressant, c'est rigolo à faire, tu vois. Maintenant, je sais pas s'il y a quelque chose vraiment de concret. Je suis pas inquiet, en tout cas, si je dois revenir au métier d'ingénieur du son, je suis pas inquiet par rapport à l'IA. Je pense qu'on aura toujours besoin d'oreilles, que ouais, ils proposeront peut-être des trucs cool, tu vois, même pour des prods. Je pense que, bon, ça, j'ai pas expérimenté. Je pense qu'on pourra faire des prods sympas en IA, mais ça vaudra jamais, L'humain derrière, quoi. ouais, ça vaudra jamais l'humain. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc, je sais qu'en plus, bon, ils vont légiférer. Il y aura des choses qui vont se faire pour protéger un petit peu les artistes. Ça commence déjà à se faire là aux États-Unis. Ils ont voté des lois Hmm. pour protéger les voix. Mais bon, à notre échelle, je pense pas que ce soit un grand frein. Après, est-ce que ce sera un outil utile? Pas sûr non plus. Bon, moi, j'ai pu expérimenter des plugs où ils te créent des synthés. Tu vois, juste comme ça, ils te proposent différents synthés créés comme ça d'un coup, ils pourront pas les refaire si tu leur redemandes, quoi. Hmm. Mais bon, non, je pense qu'il y aura plus de choses utiles que de choses négatives. Tu vois. Ok. Ok, ok. Et je vais rebondir sur aussi, quand on a parlé d'RK tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres artistes qui l'ont fait, mais là j'ai RK en tête, dont son morceau Parano, justement, sur l'album Insolent,
que tu avais du coup enregistré, mixé, masterisé la plupart des titres. Ouais, À un moment, il dit Appelle Blasta, cale-moi des heures. ouais. Euh, Cette phrase, elle est restée. ouais. C'est quoi ta réaction quand tu entends un morceau et qu'un artiste te fait une petite dédicace comme ça Bah, aujourd'hui, ça me fait pas grand-chose, ça fait toujours plaisir, c'est cool, tu vois, c'est un big up, on va dire. Mais non, c'est un truc, t'es fier la première année, après, bon, t'as l'habitude, entre guillemets, tu vois, sans prétention. Bon, c'est toujours agréable, ça fait plaisir quand même. C'est une petite, c'est quand même petite touche, ouais. une petite reconnaissance, tu vois, ça fait plaisir. Ok, Ouais. Mm. ok. On va sortir un peu de la sphère industrie musicale. J'ai vu que tu avais participé au Festival de Cannes. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Comment ça s'est passé? Sur quel film tu as été, enfin, t'as produit peut-être des bandes son? Comment ça s'est déroulé, ouais. Non, ouais, du tout. J'ai eu l'occasion d'y aller. Je l'ai fait 2 fois. Euh, j'ai fait 2 parcours différents les 2 années. La première année, j'étais accrédité. Du coup, bah là, ouais, j'allais voir les films, etc. J'ai un souvenir cool où j'avais été voir le film Elvis. Elvis de Baz Luhrmann, où il y avait toute l'équipe du film. Il y avait Tom Hanks dans la salle. Tu avais tout le gratin, tu avais les Shakira, les machins. Tout le monde était là. Donc ça, voilà, c'est assez impressionnant quand même d'aller voir ça. Puis c'est émouvant en fait de voir l'équipe du film. C'est un film assez triste, Elvis, tu vois. Donc à la fin, tout le monde chialait, machin. C'était vraiment un truc cool. Donc ouais, j'ai vu la partie un peu cinéma du Festival de Cannes. Et l'année d'après, je l'ai refait plus pour le côté soirée entre guillemets mondain où tu fais du réseau en fait. Vraiment l'avantage du festival, c'est de faire ton réseau quoi. Donc j'y allais quand même de base pour la musique. J'y suis allé avec mon artiste pour essayer de développer un peu, peut-être trouver des concerts, des plans, des machins et tout. Mais alors, c'était pas très musique. C'était pas très musique. Donc, pour ceux qui se posaient la question, c'est pas dingue pour aller développer ton réseau musique. Mais il y a quand même des producteurs qui y vont. Donc, on voit quand même du monde. Donc, c'est bien de connaître déjà un peu des gens pour se faire présenter et tout, ça, c'est sûr. Mais non, c'est intéressant parce que voilà, c'est quand même un bon esprit, c'est un peu la fête. Donc, non, c'est sympa à faire, ouais. Et aujourd'hui, quels sont tes futurs projets un peu pour les prochains mois, prochaines années avec en fait tout ton parcours, c'est un parcours qui est quand même assez impressionnant. Tu as commencé du coup chez toi, tu as développé après Blasta Studio, 2 régies dans le studio quand même, c'est assez ouf. Tu as produit beaucoup d'artistes. Quels sont les futurs projets? Bah écoute, toujours la production avec mon artiste. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et d'autres choses qui se passent de mon côté studio, que je pourrais pas en parler encore aujourd'hui, mais il va se passer beaucoup de choses entre la fin de cette année et début 2025 à peu près. Ouais. Ok, Je pense qu'il va y avoir de belles actus. ok. Bah écoute, on ira suivre tout ça. Hmm. Je te remercie encore une fois d'être venu sur ce podcast, d'avoir pris le temps de Bah, nous expliquer. merci pour l'invitation. Bah, écoute, c'était génial, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre, peut-être sur les réseaux? Bah ouais, Blasta Studio. J'ai aussi un Insta Blasta officiel qui est un peu plus perso. Mais sinon, Blasta Studio, c'est là qu'on est le plus actif. Top. Bah écoute, encore merci à toi. Yes. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.